Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast et sur le site internet www.campdebase-podcast.com. En octobre dernier, pour permettre la première étape de la Coupe du Monde de ski FIS à Zermatt d'avoir lieu un mois plus tard, le glacier du Théodule est creusé à la pelleteuse à plus de 3000 mètres d'altitude, notamment sur des zones en dehors de celles où la pratique du ski est autorisée. Un scandale quand on sait que les glaciers perdent de leur surface de jour en jour. Parmi les associations engagées sur l'environnement, Protect Our Winters relaie l'information. L'association qui a vu le jour aux États-Unis rassemble une communauté de pratiquants et de pratiquantes de sport outdoor pour user d'une passion commune afin d'agir en faveur du climat. Aujourd'hui, je reçois Antoine Pin, directeur de l'antenne française de Protect Our Winters, pour discuter des valeurs de l'association et des projets à venir. Glacier et place des femmes au sommet avec Antoine Pin de Protect Our Winters France. C'est l'épisode 54 du camp de base et ça commence dès maintenant. Bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour. Et merci beaucoup d'être l'invité du camp de base aujourd'hui. Alors, c'est quoi toi ton camp de base ? Il est où et il est composé de quoi ? Je vais faire une réponse en parallèle. À chaque fois que j'écoute ton podcast et que j'entends la question, je me pose la question de qu'est-ce que je répondrais, et les gens ont des réponses toujours super précises. Et la mienne va être très floue. Le camp de base, parce que ça m'y a fait réfléchir, en fait, le camp de base, c'est censé représenter un endroit qui ancre les personnes, alors qu'en fait, c'est censé être un endroit dont tu pars. Et a priori, moi je suis parti beaucoup dans ma vie. J'ai vécu en Australie pendant pas mal de temps, au Canada pendant pas mal de temps, et le seul endroit où j'ai l'impression de me retrouver, c'est un groupe de gens, des amis, de la famille, ce genre de choses-là. Donc c'est un peu plus ça, mon idée de camp de base. Moi, c'est un cercle social plutôt qu'un endroit géographique. Ok, quel Voilà. type de cercle social ? Il se trouve que dans mon cercle social, il y a à peu près 1 an et demi, il y a un bébé qui est venu me rejoindre, qui s'appelle Ok. Basile et qui a un très beau point d'ancrage avec sa maman, surtout Margot. Ok. Je suis fils unique, donc mes amis d'enfance, adolescence ont un très bon point d'ancrage aussi. J'ai eu une seconde famille au Québec qui a un autre très bon point d'ancrage. Donc c'est un cercle social assez fluctuant et qui dépend un peu de l'endroit où je me trouve, mais voilà. Ok. Alors toi, tu es salarié de Protect Our Winter Tout à fait, France, tout à fait. puisqu'il y a 13 antennes Ouais. dans le monde entier, hein, Ouais. c'est bien ça ? On est 16 même maintenant. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que c'est Protect Our Winter ? Ouais, rapidement, déjà, Our Winters, je me permets de rajouter, parce qu'il y a un petit S à la fin, tu es dans la statistique globale que tout le monde oublie le S à la fin. Des hivers, on en veut plein. Très, très rapidement, de manière concise, 2007, un snowboarder professionnel qui s'appelle Jeremy Jones se pose la question de toutes les observations qu'il fait, lui et ses collègues athlètes et sportifs de haut niveau, de voir la montagne qui change et d'essayer de savoir d'où ça vient. Très rapidement, il tombe sur la science du réchauffement climatique, du changement climatique. On se rappelle, on est en 2007, c'est pas si évident que ça à cette époque. Et en gros, il construit l'association autour de l'idée assez simple que les gens qui passent beaucoup de temps en montagne devraient à minima témoigner des changements qu'ils observent.
les relier à des dynamiques et des procédés scientifiques qui permettent d'objectiver ces observations-là, en se disant c'est pas simplement une mauvaise année ou une bonne année ou quoi que ce soit, faire le lien entre témoignages de terrain et dynamique scientifique, dynamique climatique, et l'ambition qui a été créée à la suite de ça, c'était de devenir une voie électorale, concrètement, aux États-Unis, en disant il y a beaucoup de monde qui pratique l'outdoor, il y a beaucoup de lobbies qui arrivent à faire entendre leur voix, et si les pratiquants d'outdoor en devenaient un. Et sur cette idée-là, l'association a essaimé à travers le monde, dont nous en France en 2015. Et tout de suite, le sujet politique et la France, difficile, peut-être on en reparlera, ça sera d'autres discussions, mais à l'heure actuelle, en France, l'association se veut une porte d'entrée à l'engagement climatique pour toutes les personnes qui pensent vivre une passion pour les pratiques outdoor, sous 2 axes en particulier: faire peser notre voix à tous les niveaux, tous les paliers institutionnels et gouvernementaux, et plus concrètement, opérer une transition vers des mobilités bas carbone. De manière très concrète. Ce qu'on a appelé pour les auditeurs du camp de base les mobilités douces, notamment avec Alpela. Ouais. Ça fait combien de temps que ça existe, Protect Our Winters, en France ? En France, depuis 2015, 2-3 années de balbutiement, parce que c'est pas facile de lancer une association, surtout dans un milieu français montagnard vibrant, avec les amis de Mountain Wilderness, Mountain Riders, qui étaient déjà bien là à l'époque, et puis d'autres sont arrivés entre-temps. Et puis elle a été lancée par des gens qui sont pas issus du milieu associatif aussi. Et moi, j'ai rejoint en 2017, et ça a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans. On arrive à dégager assez de budget pour faire des contrats, puis de l'emploi. Voilà. Est-ce que tu peux me raconter un peu, justement, combien vous êtes de salariés à Protect Our Winters et comment est-ce que vous travaillez au quotidien ? Ouais, bien sûr. Si tu veux, on peut dire POW. Okay. Ça va très bien. C'est plus simple. Parce que nos amis états-uniens, ils sont forts pour les acronymes. À l'heure actuelle, on est 5, dont une stagiaire temps plein 6 mois, Laura, qui fait un travail incroyable. Et qu'on met pas stagiaire d'ailleurs dans sa signature pour être sûr qu'elle reçoit le crédit et le respect qu'elle mérite de par ses compétences. Donc 4 employés à temps plein plus 7 stagiaires. Comment est-ce qu'on travaille ? Dans la joie, la bonne humeur, je l'espère, mais ça sera à mes collègues de répondre à cette question-là si tu as l'occasion de leur poser. On est sur une semaine de 4 jours parce que on essaie de fournir un cadre de travail qui soit le plus gratifiant possible, en partant du principe que le plus gros frein à l'engagement, c'est l'épuisement. Si l'association va avoir des employés dans la durée qui peuvent continuer à être impactantes, il faut leur fournir un cadre de vie qui fait que Protect Our Winters est un outil pour une vie meilleure et pas simplement un outil d'engagement important. Donc on essaie de faire ce 4 jours par semaine, 2 jours en télétravail, 2 jours au bureau, parce que les déplacements, ça prend du temps, ça prend de l'argent, et que... le Covid, je sais plus. La Covid, voilà, pour l'Académie française. C'est ça, cette période magnifique de notre société nous a montré que la digitalisation pouvait avoir du bon. Et il se trouve qu'on a un employé en télétravail pratiquement 100% du temps, Travis, qui est notre responsable éditorial, qui lui vit en Bourgogne. Et ça marche tellement bien qu'on lui a proposé de continuer comme ça. C'est super cette expérience, et que c'est une expérience aussi sociétale finalement. C'est pas que la montagne, on est tourné vers la montagne, c'est aussi se dire qu'on fabrique un monde meilleur. Alors, ça sera aux gens qui regardent notre travail d'en juger. Mais oui, concrètement, en fait, peut-être je l'ai pas mentionné, mais dans nos missions et dans la façon dont on présente l'association, on dit qu'on se bat pour une société bas carbone et juste. Ouais. Parce que la justice sociale, environnementale nous importe, ce qui fait que sur nos réseaux, tu vas trouver des prises de parole sur la question de la retraite, la réforme des retraites, sur la question du militantisme et de la criminalisation du militantisme, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on évolue dans un écosystème qui est relativement privilégié, en tout cas dont une des surfaces est très privilégiée. Si on pense à tous nos amis saisonniers et saisonnières et à la plupart des travailleurs et travailleuses du milieu de la montagne, c'est pas que vrai, loin de là. Au contraire, il y a des situations de précarité qui sont importantes, même chez les athlètes d'ailleurs. Antoine Adélis en a fait... On a fait un post assez important là, dans ces derniers jours, en effet. Et que, moi, j'ambitionne cette association-là comme un outil d'une meilleure vie, et pour les employés, et pour le monde qui est autour. Et on a des salaires associatifs, quoi. Donc, on peut pas faire grand-chose d'autre que de fournir un cadre de vie qui soit fun, qui soit engageant et qui soit libre. La question sociétale, elle est hyper importante, et tu viens de le dire. Comment est-ce que c'est perçu, justement, sur le territoire sur lequel vous êtes ? Vous êtes à Annecy. Les actions justement de votre association, parce que quand on est une association, on a besoin de bénévoles, on a aussi besoin d'être soutenu
par un écosystème. Comment ça se passe pour vous, notamment du point de vue effectivement du citoyen, mais aussi du politique? Alors, du point de vue du citoyen, ça se passe bien. On a de plus en plus d'adhérents, des gens qui nous soutiennent, des gens qui prennent part aux actions, aux groupes. La vocation première en fait de Protector Winters en France, c'était de dire nombreux sont celles et ceux qui, dans cet écosystème de l'outdoor, en très grand, du plein air, de la pleine nature, on l'appelle comme on veut, nombreux sont celles et ceux qui savent avoir des convictions environnementales, mais qui ne savent pas, qui ne sont pas seuls, en fait, dans leur milieu de vie, dans leur communauté. Et une des premières choses que nous on propose aux personnes qui nous suivent, c'est de rejoindre des groupes WhatsApp. En fait, localisé, il y en a un global, France en général, et puis localisé Annecy, Haute-Savoie, Grenoble, Paris, Lyon, etc. Pour leur permettre simplement de se retrouver, ne serait-ce qu'aller boire un coup ensemble, en fait, et pouvoir se dire, je suis pas seul dans mes contradictions, je suis pas seul dans mon engagement, je suis pas seul dans ma communauté. Donc de ce côté-là, l'accueil est relativement positif, je l'espère, et je t'invite à aller poser la question à toutes les personnes qui font partie de cette communauté-là, à te donner leur avis à eux. Et pour ce qui est des politiques en général, on se parle aujourd'hui suite à mon accession au comité de massif des Alpes, qui est une instance hautement politique où 80% des personnes présentes aujourd'hui étaient des élus, où j'ai pu parler de JO, de ce genre de choses-là, et je dirais pas que tout le monde m'accueille les bras ouverts, mais en tout cas, notre parole est entendue et les gens viennent nous parler après ces questions de parole. Mais l'avantage qu'on a chez Protector Winters, c'est qu'on ne touche aucun financement de strates institutionnelles, gouvernementales et politiques. Ce qui veut dire que qu'on soit bien accueilli ou pas, en fait, ça nous importe pas, ou en tout cas, ça n'a pas d'impact sur notre structure. Ça nous importe quand même de savoir qu'on pourrait ne pas être entendu de par notre identité. Je pense pas que ça soit le cas, parce que j'ai l'habitude de dire qu'on est chiant mais sympathique, et c'est le cas, donc a priori, les gens sont quand même contents de nous avoir, quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose d'ailleurs. Posons-nous la question, est-ce que c'est une bonne chose que les gens soient contents de nous avoir? Est-ce que ça veut dire qu'on est assez impactant ou pas? Je sais pas. Mais ça veut dire aussi qu'on peut se poser la question sur l'action du politique. Est-ce que l'action du politique est suffisante quand on a besoin d'associations? C'est une très grande question et je pense que c'est une spécificité assez française, cette question-là de la participation de la société civile. En fait, pour moi, ça devient un problème à partir du moment où des associations qui existent à cause ou par les manquements institutionnels se voient brimées dans son travail par ces mêmes institutions qui n'accomplissent pas leur mission et qui donnent de fait l'obligation à cette association d'exister. On peut penser par exemple aux associations d'accueil de réfugiés, migrants, migrantes, etc., qui se voient subir certaines attaques à certains endroits, notamment par certaines institutions, alors même que ces associations-là se sont constituées justement parce qu'il y avait une réponse de l'État qui était défaillante, pas forcément en termes de valeur, mais des fois simplement en termes de moyens. Et ce qui est un peu le cas dans notre cas, nous on est une association qui va lancer très prochainement une campagne dans le cadre des élections européennes, parce qu'on pense que il faut motiver les gens à aller voter. Alors, on sera les premiers à dire aux abstentionnistes qu'ils ont eu raison, parce que peu importe leur raison, elle est bonne. S'ils n'ont pas voulu exprimer leur voix, quelque chose d'aussi intime, ça leur appartient. Par contre, on encourage tout le monde à aller voter dans ces conditions-là. Et c'est, en tant que citoyen et citoyenne, c'est difficile d'entendre son propre gouvernement te dire d'aller voter, alors même qu'ils ignorent la rue, alors même qu'ils ignorent les consultations, alors même qu'ils ignorent toutes ces choses-là. Donc, on essaye de remplir un créneau qui, on pense, pourrait être pris par l'État, mais qui ne l'est pas pris. Dans le cadre de cette association, vous avez plusieurs temps collectifs, notamment les conventions populaires. Tout à fait. P-O-W. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? J'ai trouvé là sur votre site internet, justement, il y a quelques semaines, quelques mois, vous avez travaillé autour de la place des femmes en montagne. Une autre problématique sociale au-delà de la montagne. Ouais. Comment est-ce que vous préparez ces temps et c'est quoi finalement l'enjeu et l'objectif? Convention populaire, déjà ça te partage notre propension au jeu de mots un peu éclaté avec notre nom dedans. C'est un peu une marque de fabrique. Mais en même temps, ça remet la démocratie au centre. Ça remet la démocratie au centre et en fait, ça revient à une idée que Protector Winters défend corps et âme. On est une association politique non partisane. Et en fait, beaucoup de gens en France confondent, je crois, partisanerie et politique. On n'a pas besoin de défendre tel ou tel parti, tel ou tel candidat ou telle candidate pour être en capacité de parler de politique, et c'est ça qu'on essaie de faire. Et c'est notamment défendu par cette idée de convention populaire.
Très simple, ça repartage le constat que je t'ai donné sur la proximité qu'on essaie de créer dans notre communauté en disant Protector Winters est très présent à Annecy bien sûr, mais dans certains grands centres urbains ou certains territoires de montagne. Comment on fait pour tous les autres en fait? Quel moment on peut dédier à cette communauté qui est diffuse mais qui est présente et qui se sent passionnée et concernée? L'outil digital nous a apporté une certaine réponse. On se donne rendez-vous tous les premiers mercredis du mois, ou presque, de 18h30 à 20h30 ou presque, avec un sujet qui nous est soit apporté par la communauté, soit apporté par l'actualité. Celui dont tu parles en particulier, c'est en partenariat avec le festival Femmes en montagne, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup de par la proximité des combats féministes avec l'écoféminisme, de certaines réflexions qui montrent que la domination de l'humain, la prédation de l'humain capitaliste, si on va être un peu précis, ou néolibéral sur son environnement, reproduit des schémas qu'on peut constater sur la prédation opérée par le groupe identifié homme de la population sur le groupe identifié femme. Et c'est très présent en montagne. Les chiffres qui nous ont été partagés par Antonia à l'époque, qui était présidente du festival à ce moment-là et doctorante sur ces sujets, montrent qu'il y a seulement 2% des femmes qui sont guides en montagne, que la plupart des responsabilités en montagne, notamment autour des remontées mécaniques, sont tenues par des hommes, les mairies aussi. Mais quand tu te retrouves du côté de la communication des offices de tourisme, bizarrement, ça devient des femmes. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des cases qui sont créées pour lesquelles on laisse de la place aux femmes ou pas, etc. Ce qui nous a permis d'accentuer aussi sur le travail fait par l'association Mountain Sisters, qui a fait une grande étude sur la place des femmes en montagne. Et donc pourquoi nous c'est un sujet qui nous a intéressés? De multiples raisons. À ce moment-là, l'équipe était composée de 3 hommes. 3 hommes salariés, le CA c'était différent, les bénévoles c'était différent, on a voulu montrer que c'était à défaut et pas à dessein, et qu'on était en mesure d'organiser ces choses-là. Il s'avère que la plupart des films et des projets qu'on soutient, c'est des hommes, et en fait au fur et à mesure, ça est arrivé l'idée qu'on parlait de transition, on parlait de société plus juste, mais à chaque fois c'était un homme blanc moustachu, pour lesquels j'ai une très grande affection. Voilà. Et qui les empêche pas d'être compétents par ailleurs. Ou pertinents, mais qui ne devraient pas être les seules voix exprimées. De là à dire que les femmes vont obligatoirement exprimer des voix différentes que ces hommes moustachus-là, c'est clairement pas l'idée, mais laissons-nous l'opportunité de voir. C'est un peu ça le constat. Quoi. Et est-ce que justement par rapport aux athlètes, il y a de nombreux athlètes qui sont passés par le camp de base qui soutiennent Protect Our Winters. Est-ce que justement vous faites attention à une espèce de parité, ou en tout cas de se dire que il y a des voix différentes à apporter en fonction des membres qui composent cette association finalement? Ouais, je vais faire la réponse de mec de base qui a commencé un peu son cheminement là-dedans. Nous, on pensait être ouverts. Tu vois, en disant la porte est ouverte, la porte est grande ouverte, tout le monde va venir, etc., etc. Et si tu prends le temps un peu de regarder les dynamiques, si tu prends le temps de regarder un peu comment les choses se passent, c'est pas si évident qu'une porte ouverte va permettre à tout le monde de rentrer. Des fois, il faut lancer des invitations un petit peu plus fortes. Et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau des projets d'athlètes, justement, maintenant, essayer de peut-être pas de discriminer, mais d'avoir un œil un peu plus averti, un peu plus attentif à des projets qui porteraient des voix différentes que celles qu'on a eu l'habitude de voir, qui, encore une fois, manquent pas de pertinence, mais ne sont juste pas les seules, et on aimerait bien être une des forces qui permet qu'elles ne soient pas les seules. Ensuite, la question directement des athlètes, elle est très personnelle. Je sais pas s'il y a déjà des parallèles qu'on peut faire entre les femmes athlètes prennent plus la parole en matière d'environnement, les hommes athlètes prennent plus la parole, etc., etc. Je pense que c'est plutôt ça a à voir avec un statut. En fait, les athlètes qui ont un statut, qui ont une carrière établie, sont peut-être plus en mesure de prendre ces paroles-là parce que moins en danger dans leur carrière. Et il s'avère que les athlètes qui ont le plus de rémunération, le plus de contrats, tout ça, tendent à être plus souvent des hommes. Donc ça fait que pour eux la prise de parole est peut-être un petit peu plus facile, ou en tout cas elle est moins prise de risque. Mais de notre côté, a priori on voit quand même les deux venir de notre côté défendre les mêmes choses. Et après il y a des témoignages qui nous ont été partagés en disant que la vie était tellement précaire pour des athlètes femmes professionnelles que commencer à vouloir exprimer des valeurs, ça pouvait mettre en danger le peu de contrats que tu peux avoir. Donc on revient à l'avancée de la discussion en disant nous on se pense ouverts, mais a priori, l'écosystème dans lequel on est favorise pas forcément la parité de prise de parole, donc forcément, on devient tributaire de ça, et
par cascade, on s'est retrouvé à avoir en fait que des films avec des mecs, que ce genre de choses là, quoi. Et c'était flagrant sur nos réseaux, ça a été flagrant à partir du moment où on s'est posé la question. Tu dis, en fait, 90-15% de nos photos pour exprimer la transition, c'est un mec. Ok. Voilà, ça nous paraît pas suffisant. Ouais, et en même temps, c'est intéressant de se poser la question. Il faut pas trop se flageller non plus sur le fait que c'est comme ça jusqu'à maintenant, mais de se dire qu'on peut faire mieux, toujours mieux en fait. Ouais, en fait, alors j'ai très peu de flagellation de mon côté. C'est plutôt en fait qu'on se rend compte à quel point ça peut être facile de contrecarrer ça. Ouais, déjà de glisser et de contrecarrer ça aussi. Ouais. Parce qu'en fait, des femmes actives et qui veulent faire des films, il y en a plein. Il faut juste aller un petit peu plus les chercher. Il faut avoir un réseau un petit peu plus développé. Et puis parce qu'en fait, nous, on fonctionne encore une fois à la porte ouverte. Il faut venir cogner. Et venir cogner et mettre ton pied dans la porte, c'est un peu plus un truc de bourrin, mec, skieur, que ça peut l'être d'autres choses. Donc ouais, l'idée, elle est pas la flagellation, elle est plutôt comment est-ce qu'on s'arrange pour que dans un an, qu'on refasse un épisode avec toi, on soit en train de se dire quel succès incroyable, tout a bien fonctionné. Mais tant mieux. Et on continue, quoi, ouais. De toute façon, c'est ce qu'on se disait aussi en préparant cette émission. Moi, j'ai que des hommes qui m'envoient des messages perso sur Instagram pour me dire « je fais ça, vas-y, invite-moi ». J'ai jamais eu une seule femme qui a fait ça. En fait, si, une autrice. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est ma place de commenter là-dessus ? Non. Très bonne question. C'est aussi une dynamique que moi, j'observe sur le petit média Calcan de base, tu vois, podcast hebdomadaire bénévole, tu vois, de ma part. Mais effectivement, c'est aussi quelque chose que je remarque. Et tu vois, la seule femme qui est venue vers moi, c'est une femme qui a l'habitude, en fait, de l'objet promotion, en fait, en tant que telle. Ah ouais. Donc c'était plus une casquette professionnelle que identitaire. Je peux te partager une anecdote un peu folle là-dessus, si on a un peu de temps. Ouais. Et je suis très content qu'on parle de ça, alors que c'est pas du tout l'objet de notre association à la base, donc tant mieux si ça paraît pertinent. Il y a 2 ans, au festival du High Five, il y a les Mountain Sisters qui organisaient une séance de design fiction sur la place des femmes en montagne. 60 personnes dans la salle, 5 hommes. Les 3 premiers à avoir pris la parole au moment des questions, c'était des mecs. Sans aucune espèce de réflexion, de se poser la question de savoir s'il faut attendre ou pas. Et est-ce qu'ils avaient à attendre, je sais pas, mais clairement, t'as eu le premier réflexe. Ah, vous avez quelque chose à dire ? Oui, 3 mecs qui lèvent la main. Ouais. Et on était 5, on était littéralement 5. C'était fou de constater ça, même dans un endroit où il y a beaucoup d'indices qui sont dit pour juste prendre un peu du temps, quoi, directement prendre la parole. Et en même temps, moi, j'étais donc le seul homme dans mon groupe de design fiction qu'on faisait. On m'a demandé à moi de porter la parole du groupe. Et tu vois, au début j'ai refusé, et après au bout d'un moment je me suis dit non, en fait c'est con de refuser parce que c'est elles qui t'ont demandé, donc si c'est elles qui t'ont demandé, c'est leur choix, donc respecte leur choix à ce niveau-là. Ouais. Mais même dans des moments comme ça où c'est identifié comme ça, je te dis les 3 premiers à la main, les gros mecs qui lèvent la main, c'était bien, c'était pas bien, c'était tout ça, tu vois, les gars, enfin on est fort pour se sentir à l'aise, quoi. Et légitime, ouais. Donc, ouais. Ah ouais, voilà. Quand on fait une rencontre littéraire, c'est pareil. C'est ça. Exactement. La question que je me pose aussi, c'est que y a Pau, Switzerland, qui existe aussi de l'autre côté de la montagne. En tout cas, je les suis aussi. Ouais. C'est quoi le lien que vous avez, notamment sur le plaidoyer au niveau européen ? La question de plaidoyer, la question de porter la voix de cette montagne au niveau européen. Je me posais la question, est-ce qu'il y a des synergies peut-être qui peuvent se faire à ces niveaux-là ? Ouais, tout à fait. Donc, on est fédéré sous une antenne qui s'appelle Protector Winters Europe. Maintenant on dit Protector Winters in Europe parce que nos amis britanniques, notamment norvégiens et suisses, ne font pas partie de cette belle aventure collective qu'est l'Union européenne, ou n'en font plus partie pour certains et certaines d'entre eux, mais fréquentent nos montagnes. Donc ne serait-ce que de cette base-là, nous on est obligé d'avoir des liens avec nos collègues néerlandais, nos collègues britanniques, parce qu'une part non négligeable de la fréquentation des montagnes en France, hivernale, mais pas que, se fait par des populations, des citoyens, citoyennes britanniques, néerlandais, etc. Donc, de fait, on a des contacts. Ensuite, on vit dans un monde globalisé où Protector Winters, à l'échelle internationale, et c'est vrai dans toutes les antennes, se finance pratiquement exclusivement qu'avec du mécénat. Et les marques, quand tu leur parles,
France, Italie, Allemagne, tout ça, on a un peu rien à foutre. Nous, on veut Amérique du Nord, on veut Europe et on veut Asie. Donc, l'association Pau Europe s'est créée pour fédérer un peu tout ça, pour canaliser un peu les envies, pour que des marques, peu importe, on pourrait les citer toutes, hein, mais au lieu de recevoir une demande de Pau Italie, une demande de Pau France, une demande tout ça, reçoivent une demande commune qui permette d'augmenter les fonds et les fédérer. Et ensuite, en termes d'action, on a des sujets et des actions coordonnées. Typiquement, la campagne des élections européennes. Tout est coordonné en termes de création de contenu. On a un manifeste qui va être envoyé à tous les candidats, tous les candidates, tous les membres du Parlement qui recandidatent, qui a été écrit et consolidé par Protector Winters Europe, en lien avec Région Action Climat Europe aussi, et ensuite va être diffusé dans nos pays avec un partage des contenus, avec un partage des compétences. Ensuite, charge à chacun des chapitres, en fonction de ses moyens et de ses ressources, de déployer ces campagnes-là de manière un petit peu plus custom dans son pays. La question aussi, c'est la question du merchandising. Alors moi, je me suis beaucoup posé la question pour le camp de base. J'ai choisi de faire travailler une illustratrice qui... voilà, je me suis dit, en fait, je vais faire une illustration pour le camp de base pour remercier les gens qui viennent donner de l'argent sur le Patreon. Et j'ai beaucoup regardé votre site parce que vous en parlez beaucoup. Le merchandising, c'est une pratique qui est extrêmement réputée. C'est qu'en fait, on donne un objet, en tout cas, on échange un objet contre une adhésion. Comment est-ce que vous avez justement articulé votre réflexion là-dessus ? Ah, c'est dur. Qu'est-ce qu'on aime ça, les objets ? Hyper important, mais oui. Ouais. C'est une question centrale où laver plus blanc que blanc est potentiellement présent et te bloque dans certaines démarches, etc., etc. Déjà, pour les auditeurs et les auditrices, on va préciser le merchandising chez Protector Winters. À l'heure actuelle, si tu prends une adhésion à 12 €, soit 1 € par mois, tu reçois des stickers dont la moitié d'entre eux sont imprimés sur des chutes d'autres stickers. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle Ton Logo Partout qui nous fait ça. On fait imprimer des stickers à nous parce que on en a besoin de plus, et d'autres qui nous alimentent au fur et à mesure. C'est vraiment imprimé sur des chutes, donc on a des couleurs un peu éclatées, qui sont pas du tout notre code couleur à nous, mais c'est pas grave, ça marche super bien. Ensuite, si tu passes au tiers supérieur, tu as le droit à 2 patchs. Protector Winters que tu peux coudre sur tes vêtements dans l'idée de customiser un de tes vêtements et vraiment d'avoir un acte conscient de rendre ton vêtement Protector Winters. T'as pas acheté le vêtement complet, t'as obtenu en devenant adhérent la capacité de brander, de montrer, d'adhérer au sens propre du terme, à l'association et à son image de marque à ce niveau-là. Et le troisième tiers et le dernier, c'est des éléments Clean Canteen, donc une marque qui fournit les éléments, des gourdes, ce genre de choses-là. Cette année, on est parti plutôt sur des boîtes à lunch, comme ça, pour encourager les gens à emmener leur bouffe à leur repas de midi au travail, et un mug, en fait, café. Et ça, ils nous sont donnés, en fait, par la marque Clean Canteen à travers le 1% pour la planète. Et donc, on a un stock global qu'on écoule chaque année, et charge à vous, mesdames et messieurs, de nous écouler nos stocks à ce niveau-là, parce que généralement, enfin même on n'en fait pas reproduire. Et puis il y a la question du merch un peu plus global, textile, qui se pose réellement. Donc il y a un programme européen qui est tenu avec l'enseigne Blue Tomato, qui est autrichien, qui est connu à travers le monde, et qui fait que en fait tu peux aller acheter des sweatshirts, des t-shirts Protector Winters, etc., etc. Et la répartition des ventes se fait en fonction du pays d'origine de l'acheteur. Nous, l'année dernière, on n'a fait aucune communication dessus, parce qu'on n'est pas à l'aise. En fait, on n'est pas à l'aise avec cette idée-là. Donc, les gens qui trouvent le site, ils vont acheter, tant mieux, on prend l'argent, merci, bonsoir. En termes de transparence, peut-être l'année dernière, ça a représenté 1 000 €. Tu vois, sur notre budget, c'est même pas 1% de toutes ces choses-là, mais ça pourrait être beaucoup plus. En fait, la réflexion, elle existe chez Protector Winters, parce que ça pourrait être beaucoup plus, parce qu'on a un logo qui claque. Voilà, j'en suis très fier, on en est tous très fiers, et ça marche bien, merci les États-Unis pour ça. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent où est-ce que je peux acheter un truc comme ça. Et donc arrive la réflexion de dire si on s'en sert, il faut s'en servir pour se financer. Et il faut aussi s'en servir pour permettre aux gens de s'afficher, d'afficher leur valeur, d'afficher leur appartenance. Donc le patch, c'était une des solutions qu'on a trouvées. Et si tu tires encore sur ce fil de la réflexion, tu dis en même temps, une partie de notre financement vient de gens qui vendent des t-shirts. Donc quelque part, on est déjà dépendant du merch, même s'il n'y a pas notre nom dessus. Donc si on devait faire un rapatriement de cette compétence-là, ça nous demande une gestion stock, ça nous demande une gestion d'envoi, ça nous demande une gestion de production, ça nous demande des choses qui sont impactantes et qui sont un métier en tant que tel.
Donc à l'heure actuelle, la réponse est si vous voulez trouver des t-shirts, cherchez bien. Il y en a, mais cherchez-les. Je l'ai dit, vous pourrez retrouver. Et en plus, ils sont beaux. Hein. Mais voilà, cherchez-les, vous pourrez les trouver. Ils sont produits de manière durable en Turquie, pour le coup, parce qu'on fait ça avec un fournisseur européen qui permet de fournir tous les pays, de la Suède à la Norvège, en passant par nous, etc. On a une marque qui nous aide là-dessus. Pour le reste, prenez un patch. En fait, nous, l'idée vraiment, c'est de dire, on pourrait se financer. Jusqu'au jour où on arrivera à se financer sans, on le fera pas. Et si vous voulez vous afficher, il y a les patchs. Ok. Voilà. Ouais, mais ça me paraît être une... On s'est appelé à évoluer. Ça appelé à évoluer. Peut-être que si on voulait être exemplaire et pouvoir un peu faire des déclarations à la face du monde, peut-être qu'être maîtresse et maître de notre propre merchandising de bout en bout serait un très beau message adressé à tous nos partenaires et à toutes les personnes. Pour l'instant, c'est pas la solution qu'on a choisie. Peut-être que sur la prochaine stratégie, ça va être le cas. On se pose la question, en tout cas. On se pose vraiment la question. Vous êtes aussi à l'initiative de La Voix des Glaciers, qui a entamé sa saison 2 il y a pas très longtemps, dont la porte-parole, si j'ose dire, est Camille Etienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet ? Moi, j'avoue que j'avais pas compris que c'était porté par vous, donc c'était très rigolo. Tu m'as répondu et par mail et sur Instagram. C'est nous aussi, en fait. C'est vrai, c'est ça. C'est pas affiché, en tout cas, en tant que tel. Un peu plus cette année. Okay. Un petit peu plus cette année. Donc, La Voix des Glaciers, c'est un projet très simple. La montagne vous intéresse, l'environnement vous intéresse, les glaciers vous émeuvent et leur fonte aussi. Venez sur le site de Protector Winters, il y a une section La Voix des Glaciers, vous allez trouver un kit de film, de diffusion, il y a 2 heures de film totalement gratuit, vous le diffusez où vous voulez, il y a un kit d'animation et il y a un kit de discussion pour pouvoir aider à organiser un peu les débats, et l'idée c'est simplement créer un temps d'échange. On est beaucoup sur cette idée-là, créer un temps d'échange. Nous on est assez fans de l'idée que le plus gros problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est de pas présenter nos idées les uns face aux autres, ou les unes face aux autres, et qu'à partir du moment où tu te retrouves dans un endroit physique et restreint, a priori la discussion elle sera de meilleure qualité, a priori les idées échangées elles seront de meilleure qualité, et c'est rare que ça se finisse en se tapant dessus. En tout cas, ça n'est pas arrivé dans La Voix des Glaciers. Donc c'est vraiment la base de tout ça, la genèse. On a la chance de connaître Camille par différents biais. On s'est retrouvés dans une boucle WhatsApp. En tant qu'individu, mes collègues Arthur et Trévis, on s'est aperçu qu'on était dans la même boucle, parce qu'on n'avait pas regardé tout ça, quand on répondait en fait aux sollicitations. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit, et l'idée c'était, elle a lancé cette boucle-là à la sortie de son film Glacier, de son court-métrage Glacier, en disant, je veux lancer ce film-là, mais je sais qu'il n'arrive pas dans un milieu vide, il arrive dans un milieu vibrant montagnard où il y a potentiellement d'autres choses. Voilà, saisissez-vous-en, faites ce que vous voulez, moi je pourrais vous soutenir, je pourrais communiquer, etc., etc. Il y a plein de gens qui ont rebondi dessus, notamment l'équipe d'À l'ombre des glaciers alpins qui a fait un travail incroyable avec leur film et la diffusion de ce dernier. Et en fait, en continuant les interactions, on s'est aperçu, au bout d'un moment, moi j'ai regardé donc collègue et Trévis, j'ai fait, bon les gars, allez, vas-y, on prend une ligne budgétaire qui n'était pas là-dedans, on prend dans la réserve et bosser dessus sur vos heures de travail. C'est trop bien pour qu'on puisse pas apporter une structure nécessaire, parce qu'en fait est arrivé le moment où est-ce qu'il faut qu'on crée une adresse mail, nous on peut le faire sur notre serveur. Est-ce qu'il nous faut un site internet, nous on peut vous héberger sur internet. Il nous faut un site de stockage, nous on a déjà tout ça. Et donc l'idée de la première année, c'était de dire nous on veut participer sans phagocyter. Comment est-ce que Protector Winters est soutien sans être frein? Comment est-ce que Protector Winters vient déployer ça sans se l'accaparer? Et ça a marché la première année, et cette année en fait passer l'élan citoyen encore très présent, le fait d'avoir une structure, forcément c'était intéressant. On a des outils qui permettent d'émettre des QR codes pour que les gens répondent avec des questionnaires, les adresses email, fassent des renvois avec les RGPD, c'est compliqué aussi toutes ces questions-là. Donc Protector Winters a pris le projet un peu plus en interne, de manière totalement indépendante. Même on perd des sous très clairement avec ce truc-là, parce qu'on y met beaucoup de temps, et voilà quoi, ça mérite d'exister pour ces choses-là. Et l'idée c'est pour toutes les personnes qui écouteront cet épisode, allez sur le site, et si vous voulez diffuser des films de montagne qui sont cool, qui sont diversifiés, qui vont du raid anthropologique agricole dans le Kera jusqu'à skier, faire du freestyle dans une station abandonnée en Italie, allez-y, et vous avez juste à trouver un endroit où projeter, dans votre salon, dans une salle des fêtes, dans un cinéma pour celles et ceux qui ont des connexions, et dites-le nous, et on sera super content de vous aider à faire ça, quoi. C'est un peu la même idée que la fresque du climat, avec justement ce kit qui permet d'ouvrir la discussion, même si là il y a le visionnage d'un film, ce qui n'est pas le cas avec la fresque.
Ouais, bah, la fresque, on est plus dans une formation. Là, nous, on n'a pas de velléité. L'année dernière, c'était plutôt la période de la sensibilisation-éducation, avec les films qui étaient là, étaient beaucoup plus directifs dans leurs propos. Cette année, on a voulu ouvrir à simplement un panel de choses diverses et variées que je peux citer. Il y a le film Vinamala de Mathieu Crépel, il y a le film Les Étoiles de la Terre de Victor Galuchot, il y a Vélodyssée de Solène Chevreuil qui fait partie du projet Azur. Non, celui-là, il est dans notre tournée bénévole, c'est autre chose. Il y a donc Transition de Mickaël Chambreux et Yann Bornier qui sont des chercheurs, et il y a que Projection. Les auditeurs ont entendu dans le camp de base. Trop bien. Et voilà, et donc, et encore une fois, à travers ces films, portés par 4 mecs, dans ce cadre-là, une fois de plus. Et d'ailleurs, intéressant, le film de Camille aussi, qui met en scène un père et son fils. Donc c'est pas que nous. Mais, même Camille, voilà. Non, mais là c'est plus le clin d'œil pour vous dire que voilà, en fait c'est partout. À partir du moment où on ouvre cette fenêtre-là, on se rend compte que partout il faut qu'on ait un impact conscient sur ces choses-là. Et voilà, et c'est vraiment de la discussion. C'est plus partez du constat. Si le constat c'est que la montagne ça vous émeut d'une façon ou d'une autre, que l'avenir des glaciers vous interpelle. Bah, juste réunissez des gens et voyez ce qui se dit. Ouais. Il n'y a pas besoin de louer une salle, hein, même si c'est avec votre mamie et vos parents, ça marche. Très bien, ça marche même très bien à partir du moment où ça va utiliser un QR code à la fin pour nous donner vos adresses email, qu'on fasse des emails marketing abusifs. Voilà. Nickel pour la société de demain, ça. Une dernière question avant de clore cette interview. Alors non, une micro-question avant la dernière question. C'est quoi le bilan de la saison 1 justement de La Voix des Glaciers ? Pas loin d'une centaine de projections à travers toute la France. Pas mal. Ouais. Bah déjà ça, en fait, c'est un très bon bilan. Cette partie-là, ça fait beaucoup de projections. Des discussions, un constat doux amer qui est que encadrer des discussions dans le but de recevoir des contributions à mettre en forme pour faire passer des politiques, c'est compliqué. Et une soirée, c'est pas suffisant. On a été un peu trop ambitieux et ambitieuse dans ce cadre-là. Et que surtout, on a raison de croire que la montagne se trouve partout en France. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça sera une réponse longue et une question courte, je suis désolé. Et je l'ai entendu dire plusieurs fois dans certains de tes épisodes. La pratique du ski en tant que telle ne concerne qu'une partie assez faible de la population, 7 à 10%, etc. C'est quand même 7 à 10%, c'est pas rien. Une personne sur 10, c'est quand même pas rien. Ça peut faire la différence dans des élections, par exemple. Voilà, ce genre de choses-là. Mais l'attrait pour ce milieu-là, il est beaucoup plus grand. Notamment depuis le confinement. Notamment depuis le confinement, mais même si tu regardes des choses un petit peu plus pernicieuses, on sait que la majeure partie des acteurs de ce milieu-là, équipementiers par exemple, tu prends des marques, des grandes marques, voilà, font la majeure partie de leur business dans les centres-villes. On est à Grenoble aujourd'hui. Alors Grenoble est une ville un peu d'exception. Va à Paris, marche dans la rue, compte le nombre de gens qui ont des chaussures de skate aux pieds, qui ont des polaires de grimpe ou ce genre de choses-là, et pose-leur la question, est-ce que tu skates, est-ce que tu skis, est-ce que tu grimpes ? La majeure partie d'entre eux disent non. Pourquoi ? Parce que notre milieu, il plaît, quoi. En fait, on est des gens cool. C'est pas vrai de le dire, mais oui, non, mais oui. On est des gens cool aux yeux de la société. Et un peu bizarre aussi, mais on arrive à capter l'attention. Et en fait, ces images-là, elles arrivent à capter l'attention. Et nous, on pense qu'on peut capter l'attention pour faire autre chose que vendre des t-shirts. Et on revient à cette question du merchandising, mais plutôt pour transmettre des valeurs et transmettre des envies de mobilisation. Et donc voilà, c'est pour ça que ça marche en fait, c'est pour ça qu'il y en a jusqu'en Bretagne, c'est pour ça que parce que oui, il y a des gens qui font le voyage pour venir jusqu'à la montagne été ou hiver, mais il y a aussi des gens juste qui sont touchés par ces images-là parce que c'est majestueux quoi, en fait, tout simplement. Et dans ce cadre-là, ça marche bien quoi. À quoi vous rêvez là, l'équipe de Protect Our Winter pour la montagne de demain ? C'est une question qui revient tout le temps, les auditeurs doivent se dire elle a absolument aucune imagination, ils me disent c'est nul, mais je pense que c'est un peu le fil conducteur de cette saison 3. De quoi on rêve ? Est-ce que je peux répondre en tant qu'individu ? Parce que je vais pas parler pour mon équipe. Ouais. Voilà, j'ai pas à leur mettre des mots dans la bouche, mais j'espère que ce que je vais dire leur parlera. Je rêve de plus avoir à faire ce métier. Okay. Voilà, c'est bête, hein, tu vois, ça pourrait, si tu veux, on peut partir dans un truc un peu plus poétique, un peu tout ça. Moi, j'habite dans les Bauges, alors en termes d'impact du réchauffement climatique, on connaît bien ça. Ça fait 1 mois et demi que je promène mon chien en pull, toutes ces choses-là, mais c'est pas ça. Moi, je rêve de faire autre chose, en fait. Tu vois, j'aimerais ne pas avoir à avoir ça comme taf. J'aimerais à ne pas avoir à dédier, même si ça me plaît profondément ce que je fais, ce qui est un peu bizarre à dire d'ailleurs, j'aimerais ne pas avoir à faire ce métier-là, quoi. Ça serait mon rêve qu'on n'ait pas à dédier nos vies à vivre dans des emplois
relativement précaire, usant, des fois dangereux pour certains et certaines d'entre nous, certaines souvent. Il me semble que certaines de tes épisodes récents en ont parlé. C'est ça mon rêve, quoi. Mon rêve, c'est de pouvoir m'occuper de mon potager, m'occuper de mon chien, de mon fils, passer du temps avec ma femme et juste faire autre chose. Quoi, je sais pas, tu vois, encore à définir, mais j'aimerais ne pas avoir à me sentir comme quoi j'ai besoin de dédier ma vie à ces choses-là. C'est peut-être très personnel, d'ailleurs, peut-être que c'est un grandiloquent et c'est moi qui pense que j'ai quelque chose à faire là-dedans. Mais ouais, mon rêve, c'est celui-là. Et s'il pouvait se coupler avec rêver que les scientifiques se soient trompés et que d'ici à la fin du siècle, c'est le retour d'une ère glaciaire importante et que on soit perdu sous des mètres de neige, je serais ravi. C'est pas le cas, malheureusement. Mais justement, est-ce que vous prenez encore le temps d'aller en montagne, là, en étant salarié de Protect Our Winter? Parce qu'en général, on y arrive parce qu'on adore la montagne. Et puis finalement, on est pris dans une forme de militantisme, on peut le dire, je pense. Ah ouais, on est complètement militant, ouais. Une partie de la réponse, c'est que je vis à École, dans les Bauges. Ouais. Donc, un village de 200 habitants, tu sors, il y a des montagnes partout autour. Donc, par définition, j'y suis. Ouais. Est-ce que je la pratique encore autant que j'aimerais? Moins, parce que déjà, cet hiver, il y a eu moins de raisons pour moi de dire dernière minute, je suis pas là ce matin, je prends mon vélo et je vais faire du ski à côté de chez moi. Ouais. Ça commence à me faire royalement chier de prendre la voiture pour aller chercher les bonnes conditions. Enfin, c'est un peu compliqué, ça, à ce niveau-là. Ça a été le cas pendant très longtemps. Je fais partie de ces gens qui tournaient à 40-45 journées de ski et j'étais super content, tout ça, jusqu'au moment où tu vois, comment t'as réussi à avoir ces 45 journées? En étant toujours sur la route, quoi. Et oui, mais jamais assez, peut-être. J'aimerais que ça soit plus, mais d'un certain côté, la raréfaction de ces sorties en augmente la saveur pour celles qui se passent. Mais en font baisser le niveau. C'est ça aussi un peu le constat, c'est que je vois mon niveau s'éroder. Je suis pas un athlète, j'ai pas de performance et tout ça, et je parle même pas de performance, mais de capacité. Je vois mon niveau s'éroder, et c'est à peu près le seul regret, c'est de dire c'est vrai que là, j'aurais voulu faire cette sortie-là, mais ça fait 2 mois que j'ai pas mis les skis aux pieds. Est-ce que les 1005 de dénivelé, t'es prêt à les prendre? Réponse non. Donc voilà, c'est un peu ça le constat, ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. C'était top d'en profiter que tu viennes à Grenoble. Tout à fait. Pour cette journée. Ouais. Et puis, merci à ton équipe d'écouter le podcast. J'espère. Je l'ai déjà dit la semaine dernière pour le Gavi, mais en fait, ça fait plaisir, voilà. Non. Merci à toi de la diversité des gens que tu proposes. Message aux auditeurs et auditrices. Apparemment, il faut proposer des... candidate à tout ça parce que les seuls gens qui viennent dans les DM d'Emilie c'est des mecs, donc n'hésitez pas, quoi. Allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.